Que se passe-t-il lorsque deux adolescents sont humiliés en public dans un avion et contraints de quitter leur siège réservé simplement à cause de leur couleur de peau? On pourrait s'attendre à ce qu'ils subissent cela en silence, mais vous auriez tort. Dans cette histoire, un simple appel téléphonique discret passé depuis l'arrière de l'avion ne suffit pas à obtenir des excuses, il immobilise tout l'appareil. Le commandant de bord est déconcerté, l'équipage est plongé dans le chaos, et la passagère, qui a tout déclenché, est sur le point d'apprendre que les deux jumeaux discrets qu'elle a ciblés ne sont pas ceux qu'elle croit. Le ronronnement grave et résonnant des moteurs du Boeing 777 était une berceuse familière aux jumeaux Chloé et Jordan Sinclair, 17 ans. Voyageurs aguerris, ils avaient traversé l'Atlantique un nombre incalculable de fois. Le trajet entre leur domicile new-yorkais et londonien faisait partie intégrante de leur quotidien. Aujourd'hui, ils étaient confortablement installés dans les cabines luxueuses et spacieuses de la première classe du vol 114 d'Ora Airlines, reliant directement JFK à Heathrow. Leur champagne d'avant-départ du cidre pétillant, pour eux avait déjà été servi, et la douce lumière ambiante de la cabine promettait un voyage confortable de 7 heures. Chloé, artiste invétérée, était déjà plongée dans son carnet de croquis, son fusain dansait sur la page tandis qu'elle capturait les reflets déformés de la cabane avec sa cuillère. Jordan, le plus pragmatique des deux, rangeait méticuleusement son casque anti-bruit et sa tablette, concoctant une playlist de documentaires pour passer le temps. Tranquilles, indépendants et parfaitement à l'aise dans leur monde respectif, leur survêtement de créateurs assortis était le seul signe visible de leur identité commune. La perturbation commença non pas par un fracas, mais par un soupir dédaigneux. Une femme d'une quarantaine d'années, ruisselante de bijoux en or, rayonnant d'un sentiment de droit fragile, s'arrêta net dans l'allée. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés se hérissèrent lorsque son regard se posa sur Chloé et Jordan. Ils apprendraient plus tard qu'elle s'appelait Karen Preston. D'un geste brusque et impatient, elle fit signe à une hôtesse de l'air qui passait. « Excusez-moi », la voix grave et perçante de Karen interrompit le calme de la cabine. « Je crois qu'il y a eu une erreur. » Suzanne, l'hôtesse, se tourna vers elle avec un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. « Comment puis-je vous aider, madame ?» Karen pointa un doigt rouge sans manucurer vers les jumeaux. « Ces enfants sont à ma place et à celle de mon mari, 2A et 2B. » Jordan leva les yeux calmement. « Je pense que vous constaterez que nous sommes au bon siège, dit-il d'une voix polie mais ferme. Nous sommes en 3A et 3B. Il brandit sa carte d'embarquement pour confirmation. Suzanne jeta un coup d'œil à son laissez-passer, puis à sa liste d'embarquement. « Oui, je vois, » répondit-elle, mais son ton était dédaigneux lorsqu'elle se tourna vers Karen. « Je suis sûr que nous pouvons régler ça, Madame Preston. Montrez-moi vos cartes d'embarquement. » Le mari de Karen, un homme corpulent au visage constamment rouge, lui montra leurs billets. Ils étaient bien pour les sièges 2A et 2B. « Il doit y avoir un malentendu, » dit Suzanne, son sourire se crispant. Elle reporta son regard sur Chloé et Jordan, son expression se transformant en un regard plus scrutateur. C'était le regard que les jumelles connaissaient trop bien, celui qui évaluait leur jeunesse, leur origine et leur tenue décontractée, puis en tirait la conclusion la plus rapide et la plus cruelle. « Je suis vraiment désolé, » commença Suzanne, d'un ton mielleux qui fit grincer des dents Jordan. « On dirait qu'il y a une erreur de placement. Nous sommes légèrement surchargés dans cette cabine. » Sans consulter sa tablette ni aucun système, son regard resta fixé sur eux. « Je vais devoir vous demander de bouger. » « Ce sont nos places attitrées, » répondit Jordan en fronçant les sourcils. « Nous les avons réservées il y a des mois. »« Oui, je comprends. » Suzanne commençait à perdre patience. « Mais nous avons un problème. Nous avons besoin de ces sièges. Il y en a deux parfaitement adaptés pour vous en classe économique. » Le mot « économie » flottait dans l'air, une insulte bien plus profonde que l'inconfort, il évoquait une hypothèse tacite selon laquelle leur billet était en quelque sorte moins valable. Chloé leva la tête d'une voix douce mais ferme. « On a payé ses places. Pourquoi déménager ?» Karen Preston ricana si fort que toute la cabine avant l'entendit. « Oh, pour l'amour du ciel » murmura-t-elle. « Certains obtiennent ces sièges grâce à des points ou à des cadeaux offerts par les employés. Ce n'est pas comme si vous les aviez réellement payés. » L'accusation était flagrante, odieuse, et planait comme un brouillard toxique sur la première classe. Les passagers s'agitaient, mal à l'aise, leur regard oscillant entre Karen et les jumeaux, mais personne ne parlait. Jordan sentit une vague de colère familière, mais la repoussa. La voix de son père résonna dans sa tête, « Reste calme. Ne laisse jamais voir que tu perds ton sang-froid.
Ton esprit est ton arme la plus puissante. Se tournant vers Suzanne, Jordan dit d'une voix calme mais ferme, ces sièges ont été entièrement payés. Nous ne déménageons pas. Si la cabine est surbookée, c'est le problème de la compagnie aérienne, pas le nôtre. Vous devez trouver une autre solution. Le sourire artificiel de Suzanne disparut, remplacé par une autorité froide. Monsieur, je ne vous demande rien. Je vous le dis. Soit vous prenez les sièges en classe économique, soit je vous fais expulser, vous et votre sœur, pour non-respect des consignes d'un membre de l'équipage. Nous respectons l'horaire. La menace était claire, 2 adolescents noirs vêtus de survêtements coûteux étaient qualifiés de fauteurs de troubles pour s'être assis aux sièges pour lesquels ils avaient payé. La main de Chloé trouva celle de Jordan sous la coudoir, ses doigts tremblants. Il lui serra la main, promesse silencieuse qu'il s'en occuperait. Pourtant, lorsqu'il croisa le regard inflexible de Suzanne et le sourire triomphant de Karen, un nœud d'impuissance se serra dans son estomac. Pour l'instant, dit Jordan d'une voix basse et tendue, il semble que nous n'ayons pas le choix. Il se leva, évitant le regard des autres passagers, sentant le poids de la honte peser sur ses épaules. Allez, Chloé. Tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires, Suzanne fit signe à un autre employé de les accompagner en classe économique. Merci de votre coopération, dit-elle, sa politesse empreinte d'hypocrisie. Karen Preston s'installa à sa place avec un soupir satisfait, sans même les regarder. Jordan croisa brièvement son regard en passant où son expression de victoire pure et simple disait « J'ai gagné. Vous avez perdu. Sachez rester à votre place. » Ce regard entra Jordan Sinclair pendant longtemps. Le trajet de la première classe à la classe économique semblait interminable. Tous les regards semblaient les suivre, pitié, curiosité, inconfortable évitement. Jordan gardait la tête haute, la mâchoire serrée, tandis que Chloé se recroquevillait à ses côtés. Il la prit dans ses bras pour la protéger tandis qu'il naviguait dans l'étroit couloir. On leur indiqua 2 sièges centraux de la rangée 38, coincés entre un homme ronflant dont les épaules débordaient des accoudoirs et une jeune mère apaisant un bébé en pleurs. Le contraste avec leur cabine privée à l'avant était saisissant, ici, l'air était plus dense, le bruit plus fort, l'espace pour les jambes inexistant. C'était l'incarnation physique de leur humiliation. Voilà, dit le 2e agent de bord, offrant un faible sourire d'excuse avant de se retirer dans les cabines avant. Chloé s'enfonça dans son siège, enfilant son sweat à capuche. Jordan vit ses épaules trembler et tendit la main pour la reprendre. Et, murmura-t-il. Tout va bien. On va bien. Ce n'est pas bien, Jordi, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Cette femme. La façon dont elle nous regardait, la façon dont il nous observait tous, comme si nous étions le problème, cela nous a marqués. Je sais, dit-il, sa colère bouillonnant sous la surface. Je sais, mais on ne les laissera pas gagner. Je vous le promets. Il s'installa dans son siège, l'injustice lui laissant un goût amer. Il pensa à son père, Robert Sinclair, un homme dont la carrière entière avait été bâtie sur l'équité, le travail acharné et le respect de chaque personne qu'il rencontrait, des bagagistes aux membres du conseil d'administration. Son père avait élevé ses enfants dans la foi inébranlable en leurs propres valeurs, à ne jamais permettre à quiconque de les rabaisser en raison de leur âge, de leurs origines ou de la couleur de leur peau. Et pourtant, ils étaient là, traités comme des citoyens de seconde zone sur sa propre compagnie aérienne. L'ironie était presque insupportable. Jordan jeta un coup d'œil autour de lui. L'avion était complet et les dernières annonces étaient déjà faites. Les portes de la cabine se refermèrent dans un bruit sourd, les enfermant dans ce tube métallique flottant à des milliers de mètres au-dessus du sol, avec leur tortionnaire confortablement assis à quelques rangées de là. Mais il n'était pas impuissant, pas totalement. Il sortit son téléphone. Bien que les hôtesses de l'air aient demandé à tout le monde de passer leurs appareils en mode avion, il fut rapide, il navigua vers ses contacts, son pouce survolant, « Papa », une seconde avant de faire défiler jusqu'à David Chen, chef de cabinet. Son père avait une règle stricte, pas d'appel pour des raisons personnelles pendant les heures de travail, sauf en cas d'urgence absolue. Jordan décida que cela était acceptable. Ce n'était pas seulement une offense personnelle, c'était une attaque contre la culture dans laquelle son père avait investi toute sa vie. C'était une atteinte à tout ce qu'il représentait. Il tapa un message court et précis, ses doigts volant sur l'écran. « David, veuillez nous excuser pour ce contact hors protocole. Chloé et moi sommes sur le vol AA-114 JFK LHR. Nous avons été déplacés de force de nos sièges payants en première classe, 3A,
3B, vers la classe économique par une hôtesse de l'air nommée Suzanne. Une passagère, Karen Preston, 2A, a déposé une plainte apparemment pour surréservation, mais l'implication était clairement discriminatoire. Nous avons été menacés d'expulsion si nous n'obtempérions pas. C'est une question de principe. Veuillez informer mon père immédiatement, il faut régler ce problème. Jordan Sinclair. Il l'examina une fois pour s'assurer que les faits étaient clairs et le ton mesuré, malgré la rage qui le rongeait. Il appuya sur « Envoyer » juste au moment où l'avion commençait son lent refoulement depuis la porte d'embarquement. Un instant plus tard, le reçu de livraison apparut. Il remit son téléphone en mode avion et le glissa dans sa poche. Il se renversa dans son siège exigu où le bébé à côté de lui continuait de pleurer, l'homme à ses côtés ronflait doucement et ferma les yeux. Non pas pour dormir, mais pour imaginer la suite des événements que son message venait de déclencher. David Chen était le bras droit de son père, légendaire pour son efficacité et sa discrétion. Le message serait lu, compris et mis en pratique. Cela pourrait prendre quelques minutes, mais un appel serait lancé, un appel très important. Chloé le regarda, les yeux rouges mais pleins d'espoir. « Que as-tu fait » Jordan soutint son regard et esquissa un petit sourire confiant. « Je viens de déposer une plainte officielle, dit-il avec toute l'autorité dont il était capable. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Une lueur de compréhension, puis d'espoir, brilla dans les yeux de Chloé. Elle lui serra la main en signe de gratitude silencieuse. Un silence gêné s'installa entre eux. Le bourdonnement des moteurs avait changé, ce n'était plus un simple bruit de fond, mais le son de l'anticipation. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre, le vol venait de commencer, et pour Karen Preston et l'hôtesse de l'air Suzanne, le voyage allait prendre une tournure brutale, inattendue et mouvementée. En dessous d'eux, le Boeing 777 grondait sur la voie de circulation, ses puissants moteurs vrombissant d'impatience. À l'intérieur, l'équipage effectuait les dernières vérifications, et la routine du voyage aérien reprenait son cours comme des milliers de fois auparavant. En première classe, Karen Preston sirotait son champagne offert, un sourire suffisant aux lèvres tandis qu'elle racontait sa « victoire » à son mari. « Il s'agit de maintenir la barre » murmura-t-elle, « il faut juste être ferme. » Suzanne traversa la cabine avec une confiance retrouvée. La confrontation précédente avait renforcé son sentiment d'autorité. Elle ressentit un frisson de satisfaction, elle avait appliqué les règles telles qu'elle les percevait et remis ses enfants qui se sentaient tout permis à leur place. Tout était rentré dans l'ordre jusqu'à ce que, brusquement, tout change. Les moteurs s'emballèrent, poussant les passagers à s'asseoir. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le rugissement s'apaisa. L'immense poussée disparut, remplacée par le doux vrombissement des moteurs au ralenti. Au lieu de dévaler la piste à toute vitesse, l'avion vira sur une voie de circulation isolée près du terminal et s'immobilisa complètement. Un murmure collectif parcourut l'avion. Les retards étaient monnaie courante, mais interrompre le décollage à la dernière seconde était rare. Les passagers échangèrent des regards confus. En première classe, Karen Preston baissa son verre avec un tintement agacé. « Et maintenant » soupira-t-elle d'un ton dramatique. La voix du commandant de bord grésillait dans l'interphone, calme et professionnelle, mais teintée de perplexité. « Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour cette manœuvre inattendue. Nous venons de recevoir des instructions du service de contrôle au sol de JFK de maintenir notre position. Nous n'avons pas reçu de raison précise, mais on nous a dit que cela venait directement du centre de commandement exécutif. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations. Pour l'instant, veuillez rester assis. » En classe économique, Jordan et Chloé échangèrent un regard, puis un sourire triomphant se dessina lentement sur le visage de Jordan. Cela se produisit plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. À l'avant, Suzanne fronça les sourcils. En 15 ans de carrière, elle n'avait jamais entendu parler d'un vol interrompu par le centre de commandement exécutif. Son esprit s'emballa, une menace pour la sécurité? Un VIP? Un problème mécanique? Lorsque sa tablette d'équipage sonna, lui demandant de se présenter immédiatement à la cuisine avant, son malaise s'accentua. Là, Maria, la commissaire de bord en chef, attendait, le visage pâle et grave. « Que se passe-t-il » demanda Suzanne, la voix tremblante. Le murmure de Maria tremblait de peur. « Je n'en suis pas sûre, dit-elle, mais je viens de recevoir un appel du directeur des services en vol. Il voulait un nom. » Un nom? Quel nom? Il m'a demandé qui était l'hôtesse de l'air en chef en première classe.
Je lui ai répondu, il a dit Suzanne. Puis il m'a demandé s'il y avait eu des changements de siège avant le départ. Une terreur glaciale s'insinua dans les os de Suzanne. La cabine surchargée, les deux adolescents, l'isolement soudain, tout s'emboîtait. « Qu'est-ce que tu lui as dit » murmura-t-elle. Le regard de Maria se durcit. J'ai dit la vérité. Vous avez signalé une erreur manifeste et déplacé 2 passagers de la rangée 3 en classe économique pour accueillir les Preston. Maria marqua une pause, puis prononça 4 mots que personne dans la carrière de Suzanne n'avait jamais entendus, immobiliser l'avion immédiatement. Suzanne sentit son sang se retirer de son visage tandis que le bourdonnement du moteur se transformait en un rugissement lointain. Immobiliser l'avion à cause d'un conflit de siège, c'était impossible. Et pourtant, ils étaient là. C'était fou, qui étaient ces enfants, et qui pouvait bien avoir un tel pouvoir? Les pensées de Suzanne s'évanouirent lorsqu'une agitation s'empara de l'appareil. Par les hublots de la cabine, elle aperçut les gyrophares d'un véhicule de l'aéroport fonçant vers l'avion. L'équipe au sol, qui quelques instants auparavant s'était préparée à guider l'avion hors du tarmac, se regroupait maintenant à bonne distance, le visage empreint de confusion. Puis, dans un grognement lent et inquiétant, la passerelle, déjà rétractée pour le départ, commença à se déployer vers la porte principale. Un lourd cliquetis métallique résonna dans la cabine lorsqu'elle se verrouilla. Quelques passagers sursautèrent, le visage collé au hublot. Karen Preston était l'une d'elles. « Il reconnecte le pont », s'exclama-t-elle d'une voix mêlée d'agacement et d'inquiétude. « Il laisse entrer quelqu'un. Que se passe-t-il » Suzanne ne pouvait que se tenir debout dans la cuisine avant, son cœur battant à tout rompre. La porte de la cabine principale s'ouvrit, et une bouffée d'air frais nocturne envahit l'allée. Debout dans l'embrasure de la porte, se découpant sur les lumières crues du terminal, se tenait un homme en costume impeccable. Il n'était ni passager ni membre du personnel au sol. Il exhiba une carte d'identité d'Ora Airlines. Son visage exprimait une autorité sombre et impassible. En montant dans l'avion, son regard parcourut la cabine avant de se poser avec une précision laser sur Suzanne. Il n'eut pas besoin de lui demander son nom, il le connaissait déjà. « Suzanne Miller » demanda-t-il d'une voix calme mais impérieuse. Suzanne ne put qu'acquiescer, sa gorge était soudain devenue trop sèche pour parler. « Je suis Martin Shaw, vice-président des opérations nord-américaines d'Ora Airlines », annonça-t-il d'une voix suffisamment forte pour que toute la cabine de première classe l'entende. « J'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous avons une affaire sérieuse à régler, celle des 2 passagers que vous avez fait sortir de cette cabine. » Le silence s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers Suzanne. Karen Preston resta bouche bée lorsqu'elle réalisa, Suzanne avait commis une terrible erreur, qui allait mettre fin à sa carrière, et les conséquences ne faisaient que commencer. Martin Shaw, surnommé au sein de l'entreprise, le réparateur, l'homme que le PDG envoyait lorsqu'une situation exigeait une solution absolue, ignora les passagers stupéfaits et le chef de cabine. Il resta entièrement concentré sur Suzanne. « Mademoiselle Miller », répéta-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune objection, « parlons-en en privé. » Il fit un geste vers la cuisine. Suzanne, pâle comme la cendre, entra en titubant dans l'espace exigu. Shaw la suivit de près et tira le rideau, bien que sa voix fût volontairement assez forte pour porter jusqu'en première classe, où Karen et son mari se redressèrent, tendant l'oreille. « Mademoiselle Miller », commença Shaw d'une voix basse et tranchante, « j'ai besoin que vous m'expliquiez en détail pourquoi vous avez retiré 2 passagers de première classe, munis d'un billet et confirmés, de leurs sièges assignés et les avez réaffectés en classe économique. » Suzanne déglutit difficilement, cherchant désespérément une défense. Il y avait une contradiction manifeste, balbutia-t-elle. La cabine était surbookée. M et Madame Preston avaient des billets pour la 2e rangée, et je devais les satisfaire. J'ai pris une décision pour régler la situation et assurer un départ à l'heure. Elle a omis la partie concernant ses suppositions, son attitude dédaigneuse et la menace qu'elle avait proférée envers les adolescents. Une divergence manifeste, répéta Shaw, d'un ton creux et absurde. Notre système est à la pointe de la technologie. Il ne crée pas de divergence manifeste, il signale les problèmes potentiels que l'équipage doit résoudre avec diplomatie et respect. Dites-moi, avez-vous proposé une alternative au Preston? Une compensation pour prendre un vol plus tard, comme c'est la procédure habituelle en cas de surréservation légitime. Non, balbutia Suzanne. On n'avait pas le temps. J'ai estimé que les adolescents Sinclair étaient le choix le plus logique. Logique sur quelle base, insista Martin d'une voix glaciale. Était-ce leur âge?
Leur tenue décontractée? Ou peut-être leur origine ethnique? La question restait en suspens dans l'étroite cuisine. Suzanne tressaillit, frappée par l'accusation. Non, bien sûr que non, je ne. Tu ne le ferais jamais, interrompit Shaw, élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Il me semble que tu as fait un jugement hâtif, basé sur un préjugé selon lequel deux jeunes adolescents noirs n'auraient pas leur place en première classe. Tu n'as pas vu de client payant, tu as vu un inconvénient, une cible facile. Et tu avais tort, complètement tort. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'infiltrer, puis ouvrit brusquement le rideau. Son regard parcourut la cabine désormais silencieuse avant de se poser sur Karen Preston, dont le visage avait perdu toute fierté triomphante. « Madame Preston, dit Martin d'un ton empreint d'autorité, je m'appelle Martin Shaw. J'ai cru comprendre que vous étiez impliqué dans l'affaire des sièges. » Le sang-froid de Karen s'est effondré. « Eh bien, oui, nous étions à nos places. » Cette hôtesse de l'air où elle pointa un doigt tremblant vers Suzanne faisait juste son travail. Son rôle, rétorqua Martin sèchement, est d'assurer la sécurité et le confort de tous nos passagers, et non d'imposer une hiérarchie sociale fondée sur des préjugés personnels. Et certainement pas d'humilier certains de nos clients les plus précieux. Il laissa planer cette déclaration, puis assonna le coup de grâce, dévastateur, je crois que vous vous demandiez si les enfants Sinclair avaient réellement payé leur place. Je vous rassure, ils l'ont fait. Leurs billets font partie d'un compte de voyage familial appartenant à leur père. Ses yeux se posèrent sur ceux de Karen, puis de nouveau sur ceux de Suzanne. Il savoura leur horreur naissante. Leur père, poursuivit-il d'une voix claire et sonore, est Monsieur Robert Sinclair, fondateur, actionnaire majoritaire et PDG d'Ora Airlines. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. Un silence épais et étouffant s'abattit. Les coupes de champagne flottaient à mi-chemin des lèvres, le seul son étant le bourdonnement moqueur du groupe auxiliaire de puissance. Karen resta bouche bée, son visage était couleur de craie. Ils avaient brutalisé et rabaissé les enfants du propriétaire dans son propre avion. Martin Shaw n'avait pas terminé. Il sortit son téléphone. Nous avons pris contact. Envoyez quelqu'un les récupérer. Puis il se tourna vers les deux femmes qui avaient semé le chaos. Vous avez causé des troubles importants, a-t-il déclaré d'un ton glacial et définitif. Vous avez violé le règlement de la compagnie et causé une immense détresse aux autres passagers. Plus grave encore, vous avez trahi les valeurs de cette compagnie aérienne. À ses côtés, une hôtesse de l'air junior aux yeux écarquillés apparut. S'il vous plaît, ordonna Martin d'une voix plus douce, rendez-vous au rang 38, siège EF. Vous y trouverez Chloé et Jordan Sinclair. Informez-les que Monsieur Shaw est là pour les accueillir et qu'il leur serait reconnaissant de bien vouloir vous raccompagner en première classe, avec le respect qu'ils méritaient dès le départ. Tandis que l'hôtesse se précipitait dans l'allée, Martin Shaw reporta son regard d'acier sur Suzanne et Karen. Et vous deux? Sa voix s'éteignit, laissant planer la promesse tacite de conséquences à venir. Il dit, d'une voix glaciale, votre voyage sur le vol 114 est terminé. Veuillez récupérer vos affaires, vous allez débarquer. Cet ordre n'était pas une suggestion, mais un décret délivré avec toute l'autorité de l'entreprise. Pendant un instant, Karen Preston parut incapable de comprendre. Elle resta assise là, le visage comique d'incrédulité et d'horreur, sa flûte de champagne toujours serrée à la main. Finalement, elle balbutia d'une voix aiguë, « Vous n'êtes pas sérieux. Nous avons une correspondance ou une croisière. Je suis membre Diamond Médaillon. » Elle récita son statut comme une incantation sacrée, une ultime tentative désespérée pour revendiquer des privilèges qui, quelques instants auparavant, semblaient inattaquables. Martin Shaw resta impassible. Votre situation a été notée, Madame Preston, ainsi que votre comportement. Le commandant de bord a déterminé que vous et votre mari représentiez un risque pour la sécurité en raison de votre comportement perturbateur et agressif envers les autres passagers et l'équipage. Cette décision est définitive. Il ajouta qu'un agent à la porte les aiderait à effectuer une nouvelle réservation sur une autre compagnie aérienne. Ora Airlines ne les desservirait plus. La décision fut brutale. Son mari, rouge de colère et silencieux jusque-là, fulmina, « Voyez, c'est un scandale. » On va porter plainte, interrompit Martin d'un ton posé, sans quitter le plafond de la cabine des yeux. Vous êtes libre d'engager toute action en justice que vous jugerez appropriée. Notre service juridique est très compétent. Maintenant, ramassez vos affaires, vous retardez le départ de plus de 300 autres passagers. Vaincus, les Preston commencèrent à se mettre en route.
Sous les regards curieux et indifférents des autres passagers de première classe, leur arrogance passée se transforma en une hâte frénétique et humiliée. Le fracas de leurs valises à roulettes dans l'allée résonna comme un karma servi froid et immédiat. Pendant ce temps, Suzanne se tenait figée dans la cuisine, son masque professionnel porté depuis 15 ans irréparable. Maria, la commissaire de bord en chef, s'approcha avec un mélange de pitié et de déception professionnelle. « Suzanne, dit-elle doucement, va au coin repos de l'équipage. Je m'occupe de ta cabine. » Bien que ce geste fût une petite gentillesse, il fit l'effet d'un enterrement. Suzanne hocha la tête, hébétée, et se glissa derrière le rideau, sa carrière en chute libre. À ce moment précis, Jordan et Chloé apparurent à l'avant de la cabine, escortés par une hôtesse de l'air junior. Le silence se fit tandis qu'ils remontaient l'allée, le visage calme, mais le regard empreint d'une profonde justification. Ils ne regardèrent pas les Preston inutilement. Leur seule présence témoignait de l'erreur colossale commise. Martin Shaw les accueillit avec un sourire chaleureux et respectueux, contrastant fortement avec son attitude précédente. « Jordan, Chloé, je suis Martin Shaw. Au nom de tous les employés d'Ora Airlines, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. C'était inacceptable et non professionnel, et cela ne sera pas toléré. » Jordan hocha la tête. « Merci, Monsieur Shaw. Nous vous remercions pour votre rapidité à gérer cette situation. » Shaw désigna leur siège d'origine, maintenant méticuleusement nettoyé. « Vos sièges sont prêts. Installez-vous confortablement. Nous avons retenu le vol pour vous et nous partirons dès que vous serez installés. » Le message était clair, ce vol les attendait. Il n'était pas la gêne, mais la priorité. Alors que Chloé et Jordan regagnaient leur confortable cabine, une vague d'applaudissements retentit derrière eux, se transformant en un salut tonitruant de soulagement, d'approbation et de justice partagée. C'était la reconnaissance que quelqu'un avait enfin remis en question le sentiment d'avoir droit à quelque chose de désinvolte et de lait dont ils avaient tous été témoins. Karen Preston l'entendit en montant sur la passerelle et tressaillit sous les applaudissements son dernier reproche public. La porte du vol 114 d'Ora Airlines se referma dans un sifflement retentissant. Quelques instants plus tard, la voix du commandant de bord résonna dans l'interphone, nettement plus claire et teintée de soulagement. « Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Nous avons résolu notre problème opérationnel. Personnel navigant, veuillez vous préparer au décollage. » Les moteurs vrombirent, cette fois pour de bon. Chloé regarda les lumières déclinantes de New York et se tourna vers Jordan avec un petit sourire las. « Eh bien, dit-elle, c'était quelque chose. » Jordan se laissa aller en arrière, la tension quittant enfin ses épaules. « Je t'avais dit que ce n'était pas fini. » Ils savaient tous deux que le drame immédiat était passé, mais à mesure que l'avion se stabilisait, une sensation de gravité s'installa entre eux. Il ne s'agissait pas seulement de sièges, il s'agissait d'une culture et d'un système qui autorisaient un tel sentiment de droit. Et pour leur père, les conséquences n'étaient que le début, le véritable changement était encore à venir. À l'atterrissage de l'avion à Heathrow, des vidéos du débarquement des Preston et du retour triomphal des jumeaux circulaient déjà sur les réseaux sociaux sous les hashtags #Ora Airlines et #FirstClassKarma. Les conséquences furent catastrophiques pour Karen Preston, une influenceuse lifestyle de second plan dont la marque, bâtie sur une richesse ambitieuse et un goût classique, s'est effondrée du jour au lendemain. Ses sponsors l'ont abandonnée en 48 heures, ses abonnés l'ont abandonnée. Son univers numérique, soigneusement organisé, a été réduit en poussière. Pour Suzanne Miller, les conséquences furent tout aussi profondes. Placée en congé indéterminé suite à une enquête de la compagnie, sa carrière de 15 ans chez Ora Airlines prit fin, non seulement à cause d'un acte de discrimination isolé, mais aussi à cause d'une série de plaintes mineures et d'attitudes dédaigneuses. Elle devint un cas d'école pour les nouveaux modules de formation intensive de la compagnie. Mais les changements les plus significatifs ont eu lieu au sein même d'Ora Airlines, sous l'impulsion d'une force discrète mais déterminée, Robert Sinclair. À l'arrivée de ses enfants à Londres, il ne les attendait pas à l'aéroport, il les a accueillis à leur appartement, après avoir libéré son emploi du temps. Il les serra fort dans ses bras, le soulagement transparaissant dans chacun de ses gestes. Il connaissait déjà le récit complet et sans phare de David Chen et Martin Shaw. Ce soir-là, tandis que Chloé et Jordan racontaient leur humiliation et leur douleur, Sinclair ressentit leur douleur et se laissa emporter par l'action. La semaine suivante, Robert Sinclair a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration d'Ora Airlines. Il n'a pas crié. Il n'a pas fulminé. Il a parlé d'une voix basse et maîtrisée, et, une fois son discours terminé,
il a amorcé le véritable changement initié par le vol 114. C'était bien plus terrifiant pour les vice-présidents réunis vendredi dernier. Il a commencé ainsi, mes propres enfants ont subi une expérience dégradante à bord d'un de nos avions et une expérience qui, je l'ai appris, n'est pas aussi isolée qu'on voudrait le croire. Ils ont été pris pour cible parce qu'ils étaient jeunes, habillés de façon décontractée et parce qu'ils étaient noirs. Et un membre de notre équipage, au lieu de les protéger, a permis à l'agresseur de commettre son acte. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la salle. Ce n'est pas l'échec d'un seul employé. C'est un échec de notre culture, un échec de notre formation, un échec de ma direction pour avoir laissé subsister un tel angle mort. Dans les mois qui ont suivi, le « mandat Sinclair », comme on l'a baptisé au sein de l'entreprise, a été déployé, une refonte complète des politiques de service client et de lutte contre la discrimination de la compagnie aérienne. La formation n'était plus un module en ligne de 30 minutes, mais un cours intensif en présentiel pour l'ensemble des 60 000 employés, des agents de piste aux pilotes expérimentés. Développé en partenariat avec d'importantes organisations de défense des droits civiques, il s'appuyait sur l'incident réel du vol 114 anonymisé mais sans équivoque comme étude de cas principale. Le programme mettait l'accent sur les préjugés inconscients, les techniques de désescalade et une nouvelle règle implacable, en cas de litige concernant un siège, la mesure par défaut doit être de protéger le passager muni d'un billet, et non d'apaiser celui qui fait le plus de bruit. Robert Sinclair a personnellement assisté aux 12 premières sessions. Quelques semaines après l'incident, Chloé et Jordan étaient dans le salon de leur maison londonienne. L'histoire avait disparu des gros titres, remplacée par le cycle d'actualité 24 heures sur 24. Chloé dessinait, chaque trait débordant d'assurance, tandis que Jordan lisait un rapport que leur père leur avait envoyé un résumé du nouveau programme de formation. Il l'appelle le Way Up, dit Jordan en regardant sa sœur. Le nouveau programme élevait tout le monde au même niveau de respect. Chloé sourit et jeta un coup d'œil à son dessin, deux silhouettes se découpant sur le hublot d'un avion, contemplant une mer de nuages infinis. Elles étaient fortes, résilientes. Tu sais, dit-elle pensivement, c'était horrible, ce qui est arrivé. Je me suis sentie si petite. Je sais, répondit Jordan. Mais maintenant, continua-t-elle, à voir ce que papa en fait, j'ai l'impression que notre mauvaise journée pourrait avoir un sens. Comme si elle pourrait empêcher quelqu'un d'autre d'en vivre une autre. Elles hochèrent la tête à l'unisson. Le karma qui avait frappé Karen Preston et Suzanne Miller avait été rapide et satisfaisant, mais là, c'était différent. C'était un changement durable, le travail silencieux et déterminé pour transformer un moment d'injustice flagrante en catalyseur d'une amélioration. C'était la méthode Sinclair. Il n'avait été cloué au sol que quelques minutes sur le tarmac de JFK, mais cet incident a déclenché une transformation qui allait permettre à la compagnie aérienne tout entière et à tous ses passagers de prendre véritablement son envol. Un an plus tard, le monde a évolué, les cycles de l'actualité ont été bouleversés, l'indignation publique a trouvé de nouvelles cibles et les moments viraux se sont estompés dans l'espace numérique. Mais pour ceux qui se trouvaient au cœur de la tempête du vol 114 d'Ora Airlines, les échos de cette journée ont continué de façonner leur vie de manière profonde et irrévocable. Pour Karen Preston et son mari, les conséquences ne furent pas une tempête passagère, mais un changement climatique permanent. Leur débarquement n'était que le début, la honte mondiale qu'ils subirent les dépouilla de leur statut social et, plus douloureux encore, de leur confort financier. Le style de vie de Karen s'évapora, son nom devint synonyme de prétention. Des excuses furent présentées, mais elles sonnèrent creux, tentatives égoïstes de limiter les dégâts. L'agence immobilière de son mari, bâtie sur sa réputation et ses réseaux d'élite, s'effondra sous le poids du scandale. Des contrats furent annulés, des partenariats dissous, des clients se retirèrent discrètement. Un an plus tard, ils se retrouvèrent relégués en classe économique d'une compagnie aérienne low cost, à destination d'un hôtel à prix réduit au Mexique, une pâle imitation des croisières de luxe qu'ils fréquentaient autrefois. Alors que leur nouvel avion s'installait à l'aéroport de Los Angeles, un Boeing 777 impeccable d'Ora Airlines identique à celui de ce jour fatidique s'arrêta à leur hauteur. Karen contempla par son hublot rayé le fuselage rutilant et l'élégant logo Ora. À travers les larges hublots, elle vit un passager de première classe s'installer, un homme aux longs cheveux roses fluo et aux tatouages faciaux, riant avec aisance. Personne ne doutait de sa présence. Ce spectacle lui fit l'effet d'un poignard en plein cœur, non seulement parce qu'elle avait perdu son statut, mais aussi parce que le monde qu'elle avait si désespérément tenté de contrôler avait évolué, la laissant suspendue à son amertume. Elle s'était battue pour défendre une norme qui n'existait que dans son esprit empreint de préjugés, et ce faisant,
elle avait perdu tout ce qui donnait un sens à sa vie. Le parcours de Susan Miller fut plus calme, mais non moins transformateur. Après son licenciement, elle sombra dans une spirale infernale pendant des mois, rongée par la colère et le déni, se considérant comme la victime de la réaction excessive d'un homme puissant. Elle postula auprès d'autres grandes compagnies aériennes, mais son casier judiciaire entaché la rendit intouchable. Menacée de ruine, elle accepta un poste de gérante d'un petit café indépendant dans une banlieue tranquille de Portland. Ce travail était une leçon d'humilité, elle servait des étudiants, des artistes, des retraités. Elle apprenait les noms, se souvenait des ordres et, pour la première fois depuis des années, écoutait vraiment. Un après-midi pluvieux, une jeune femme noire se précipita à l'intérieur, troublée après avoir été éclaboussée d'eau boueuse par une voiture. Sans hésiter, Suzanne prit un chiffon, lui offrit un café et l'aida à sécher son manteau, un geste dicté par une simple empathie humaine. Le soir même, Suzanne rentra chez elle et écrivit une lettre non pas à Robert Sinclair, mais à Chloé et Jordan Sinclair, aux bons soins du siège social d'Ora Airlines. Elle ne chercha aucune excuse, ne demanda aucun pardon. Elle raconta simplement son histoire, 15 ans de cynisme, ses propres préjugés non examinés, comment l'incident l'avait forcée à affronter une part d'elle-même dont elle ignorait l'existence, et comment elle apprenait lentement et péniblement à devenir une meilleure personne. Elle termina par des excuses sincères pour l'humiliation qu'elle leur avait causée. Elle ne sut jamais s'il les avait reçues, mais écrire cette lettre était, pour elle, une étape cruciale non pas pour échapper aux conséquences, mais pour se détacher de la personne qu'elle était. Des mois plus tard, à bord d'un autre vol d'Ora Airlines, reliant Londres à Tokyo, le mandat Sinclair fut mis à rude épreuve. Un magnate de la technologie de première classe, notoirement difficile, exigea bruyamment qu'un homme sikh portant le dastar traditionnel soit déplacé. Le chef de cabine, formé quelques semaines auparavant, s'approcha avec un professionnalisme serein. Agenouillé à côté du passager sikh, il parla doucement mais suffisamment clairement pour que son interlocuteur l'entende. « Monsieur, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce dérangement. Votre confort et votre sécurité sont notre priorité absolue. N'hésitez pas à me contacter si je peux faire quoi que ce soit pour vous. » Puis, se levant, il s'adressa au magnate. « Monsieur, nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des propos discriminatoires et du harcèlement, sous quelque forme que ce soit, sur nos vols. Ceci est votre seul avertissement. Si vous continuez à déranger, nous devrons prendre des mesures supplémentaires. » À cet instant, la méthode Sinclair s'imposa, preuve que la douloureuse épreuve d'une famille avait pris une tournure bien plus grave. Nous serons contraints de prendre d'autres mesures à l'atterrissage. Puis-je vous apporter quelque chose à boire? Le magnate, stupéfait par le refus de l'équipage de se laisser intimider, s'affala dans son siège et commanda un whisky. Son pouvoir complètement neutralisé, il resta assis là pendant que l'incident était enregistré et, le lendemain, il reçut une lettre officielle du service juridique d'Ora l'avertissant que ses privilèges de voyage étaient en cours de révision. Le système avait fonctionné pour les jumeaux Sinclair. Cette année-là avait été une année de croissance immense. L'incident avait brisé leur naïveté politique et suscité une nouvelle motivation. Jordan, jusque-là exclusivement concentré sur la finance, avait réorienté ses études universitaires vers l'éthique d'entreprise et la responsabilité sociale. Il avait passé l'été en stage chez Ora Airlines non pas au conseil d'administration, mais en alternance dans les services clients, manutention des bagages, ressources humaines, apprenant le métier de A à Z. Il souhaitait comprendre les personnes concernées par les décisions de son père, afin de garantir qu'une culture du respect ne soit pas une simple obligation imposée par les dirigeants. Chloé, quant à elle, transposait son expérience sur la toile. Elle créa une série de peintures saisissantes intitulées « Rangée 38 », des représentations abstraites et profondément émouvantes de la honte, de la colère, de la visibilité et de l'invisibilité. Une œuvre puissante représentait deux silhouettes sombres serrées dans des sièges exigus, avec les silhouettes floues d'une luxueuse cabine de première classe se profilant au-delà. Son œuvre fut présentée lors d'une prestigieuse exposition « Young Artist to Watch » à Londres, où un critique renommé loua sa capacité à transformer un moment personnel d'injustice en une déclaration universelle sur la perception et les privilèges. L'une de ses premières et plus précieuses est aujourd'hui exposée dans le bureau de son père, rappel constant du jour où tout a basculé. Un soir, Robert Sinclair se tenait devant cette estampe et repensait aux défis de l'année. Son entreprise était plus forte, ses employés plus fiers et sa famille plus unie que jamais. Il avait reçu la lettre de Susan Miller et l'avait transmise à ses enfants, qu'il avait lue avec une compassion silencieuse. Il pensait à Karen Preston, non pas avec malice, mais avec un sentiment de pitié pour une vie si modeste.
Sa victoire ne résidait pas dans sa punition, mais dans la preuve que sa compagnie aérienne et ses collaborateurs pouvaient s'améliorer. Alors qu'il admirait le tableau de Chloé représentant ces deux figures résilientes qui avaient affronté la laideur avec grâce et force, son téléphone vibra. C'était un SMS de Jordan, envoyé depuis le centre d'opération de JFK, avec une photo de lui entouré d'une équipe au sol souriante. On pouvait y lire « Super équipe, papa ». Ils ont compris. Vraiment. Robert Sinclair sourit. Le voyage avait été mouvementé, un vol cloué au sol, mais au final, les valeurs d'une famille avaient été affirmées et toute une culture d'entreprise avait pris un tournant positif. L'héritage du vol 114 n'a pas été celui de la colère ou de la vengeance, mais celui d'un changement durable, significatif et durement acquis. Un simple acte de préjugé a eu des répercussions imprévisibles. Pour Karen Preston et Suzanne Miller, ce fut une dure leçon publique. Pour Aura Airlines et la famille Sinclair, ce fut un puissant catalyseur de transformation positive. Cette histoire nous rappelle que s'opposer à l'injustice, aussi minime soit-elle, peut avoir un impact profond. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le droit ou l'autorité, mais dans l'utilisation de sa voix et de sa position pour défendre l'équité et le respect de tous. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de karma durement gagné? Avez-vous déjà vu quelqu'un obtenir ce qu'il méritait? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ce récit aussi captivant que nous, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à le partager avec quelqu'un qui en a besoin et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inoubliables de drame et de justice. Merci de votre écoute.